Je tiens d'abord à saluer l'assistance. Merci d'être là pour cette journée assez mémorable. Je m'en vais également remercier le professeur Placide Makaka, qui est, depuis quelque temps, est toujours avec nous. Et la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'est un peu comme universitaire, mais aussi combattant pour la patrie. C'était à l'occasion de la conférence que nous avons animée il y a moins de 3 semaines à Bruxelles, en Belgique. Et après cela, nous nous sommes retrouvés avec la diaspora devant le siège de l'Union européenne pour dénoncer le silence complice et coupable de la communauté internationale face à la situation de l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Je voudrais également dire que cet échange s'inscrit dans une longue tradition. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, l'appui et le développement en Afrique, le IDGP ainsi que dont je suis le directeur exécutif, a depuis plusieurs années organisé une activité sur la constitution de la République. Et quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes toujours évertués à maintenir cette tradition. Je me souviens qu'il y a 10 ans, en 2016, sous l'Ancien Régime, nous étions également dans un même exercice. Les temps ont bien changé. À l'époque, professeur, j'entrais de Brazzaville comme avec un document. Je suis passé par Brazzaville parce que je pouvais être en état à Kinshasa. J'ai traversé le fleuve. J'étais à Kinshasa pour animer la conférence. Et à l'époque, et devait être, à un moment donné, devait être organisé avec la faculté des droits. À l'époque, le recteur de l'université de Kinshasa a interdit ma conférence de l'IDGPA. La faculté des droits à laquelle on pouvait s'associer, la faculté des droits a également interdit la conférence, menaçant même des sanctions tout professeur, assistant, chef de travaux qui pouvait assister à la conférence. C'est-à-dire qu'on vient de très loin. Donc nous maintenons cette tradition-là. Aujourd'hui, c'est le 19e anniversaire. Je crois que le modérateur l'a rappelé. Le 18e anniversaire avait été célébré ou commémoré au Palais du Peuple. Telle année le produit du 18e anniversaire. Parce que les universitaires, on l'a souvent dit, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ne nous cherchez pas sur les TikTok. Ne nous cherchez même pas sur les Facebook. Voilà la manière dont les universitaires s'expriment. Ils écrivent. Et voilà les résultats, le condensé de toutes ces publications, ces communications qui avaient été faites lors du 18e anniversaire. Et je vous recommande vivement de vous procurer ce numéro spécial. Le bois, il était vendu à $100. Pour les étudiants, on peut le réduire même à $40. Et il y a des communications intéressantes de tous les débats que vous avez suivis dans la rue et en dehors de la rue sur la Constitution. Il y a des réponses ici. Il y a également les articles de plusieurs professeurs, je m'en vais citer quelques-uns, parce que c'est vraiment une compilation importante. Vous avez les articles de Charles Odiko qui est dans cette université, la démocratie sociale et consonalisme en République démocratique du Congo. Parce que très souvent, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie sociale. Et le professeur Odiko avait réfléchi là-dessus. Son article est publié dans cette revue. Réflexion sur le droit au développement sous la constitution du 18 février 2006, Marcel Mouyamba Mangou. Qu'est-ce que c'est le droit au développement? Je vois que vous avez une conférence tout à l'heure également sur les droits de l'homme. Mais voilà un droit dont on ne parle pas assez, le droit au développement. Il y avait l'article du professeur Kilele Mouzaliwa, promesse constitutionnelle de prospérité économique. L'article du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mbouaka Munganga. La Cour des comptes et son mandat sous la Constitution du 10 février 2006. L'article du professeur Célestin Ekoto Loleke.
18 ans après qu'aurait tenu des rapports entre le gouvernement et le président de la République sur la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article de Martin Milolo Senda, révision constitutionnelle et état de droit sous la Constitution de la République démocratique du Congo. La réflexion de l'assistant Lemere Kiyombo de l'Université de Lubumbashi. Rapport entre le pouvoir central et la province sous la Constitution du 8 février 2006. La réflexion du professeur Paul Gaspard Gondankoy Koy et Alongia. Le régionalisme constitutionnel en République démocratique du Congo. La réflexion du professeur Évariste Bochab Mabouj Mabilène. Eus et Ersatz de la décentralisation dans les rapports entre le pouvoir central et les institutions provinciales en République démocratique du Congo. La réflexion du professeur Jacques Joly et Sengue Kelly. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 entre relecture et réécriture. La réflexion du professeur Placide Mabaka à ma droite. Une nouvelle constitution. Pourquoi? Pourquoi pas? La réflexion du professeur Isidore Ndaiwel Nziam. La Constitution de la République démocratique du Congo, plaidoyer pour un Congo maître de son terrain, de son territoire et de son destin. La réflexion du professeur Adolphe Lumanu Moulenda Bouanassefou. La Constitution comme instrument de la politique, les éléments pour l'élaboration de nos constitutions de développement à la République démocratique du Congo. Et la réflexion du professeur André Mbatamangou, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 à la croisée des chemins entre révision et changement. Donc vous avez toutes ces réflexions ici. Pas la peine de revenir, on a essayé de répondre et nous étions heureux au niveau de l'IDGPA de pouvoir réunir ainsi au panel universitaire. Lorsque je vois les conférences qui sont organisées, je me doute qu'il y en ait plusieurs qui réunissent autant d'experts sur la question. Donc nous sommes donc heureux de nous retrouver ici dans le cadre de cette tradition. Ici, c'est dommage, c'est une conférence universitaire. Nous pouvions nous attendre aux étudiants de tous les niveaux. Les jeunes, les plus jeunes, mais aussi les doctorants, et même le docteur, et les chefs de travaux. Parce que comme vous le voyez dans le titre même, c'est le droit constitutionnel qui vient aux côtés du droit international. L'agression rwandaise, l'agression, nous sommes là de face à un concept de droit international, la Constitution, un concept de droit constitutionnel, la réponse de la communauté internationale, on est là en droit international. Donc on se serait attendu à ce qu'il y ait un plus grand monde, malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de salles, on n'a pas eu de salles plus grandes. C'est une conférence universitaire qui amène également des sujets de travaux, amener nos étudiants, les chercheurs à d'autres termes. Le prof Mabaka en a parlé. Il y a la question de la responsabilité internationale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir dans une thèse de doctorat, un mémoire de DS ou de licence? La responsabilité internationale du Rwanda dans le cas de l'agression de la RDC. Le prof a également évoqué les nombreuses tentatives, les nombreuses démarches qui sont entreprises pour amener le Rwanda à rendre compte de sa violation du droit international. Le procès qui se déroule actuellement à Arusha peut faire l'objet d'une étude très intéressante d'un étudiant qui fait son mémoire de licence ou de thèse, ou même de TFC. La réponse de la communauté internationale qui est en plusieurs. La réponse de la SADC à la crise en RDC. Un étudiant de 3e Gadou peut également faire un TFC. La réponse de l'EAC à l'agression rwandaise de la RDC. La réponse de l'Union africaine. La réponse du Conseil de sécurité des Nations Unies à la crise, à l'agression. Autant de sujets de mémoire.
Parce qu'il y a souvent nos étudiants qui se disent qu'ils n'ont pas de sujets sur lesquels écrire. Autant de sujets. La réponse de l'Union européenne, face à l'agression rwandaise de la RDC. Voilà autant de sujets en droit international qui peuvent intéresser nos étudiants. Et ici, on y va un peu dans notre direction qui est la mienne, à l'Université d'Afrique du Sud, où le droit international et le droit constitutionnel ne sont pas deux compartiments séparés. C'est un peu dépassé. La division même des départements dans les facultés, dans les universités francophones. Département de droit public interne, département de droit public international. Non! Le droit international et le droit constitutionnel ne sont pas si distants. C'est ainsi que d'autres universités ont carrément établi des départements de droit constitutionnel et international public. C'est ainsi que je peux faire le droit constitutionnel nous rejoindre. Et ceux qui rejoignent les amis qui enseignent le droit public international, et je l'ai fait d'ailleurs pendant des années, lorsque j'enseignais le droit de la mer, le droit international humanitaire, le droit de la guerre, Ius ad bellum. On vous interdit d'aller en guerre. Mais lorsque vous êtes dans la guerre, le droit ne disparaît pas. Le droit doit être respecté. C'est le Ius in bello. Avec toutes ces conventions de Genève, et bien tous ces droits, tous ces principes des droits qui sont en train d'être violés à travers l'agression rwandaise de la République démocratique du Congo. Donc l'agression, c'est un concept de droit international, et on l'a dit, il est ici porté atteinte à la souveraineté d'un État. La souveraineté est un élément clé, parce que même quand on enseigne le droit constitutionnel, on vous donne les éléments constitutifs de l'État. Le territoire, la population, le gouvernement. On a toujours vu que ces éléments peuvent se retrouver même dans une commune, même dans un secteur, même une province, même une ville aura également sa population, une ville aura également son territoire, une ville aura également son gouvernement. Mais qu'est-ce qui va manquer à la ville? C'est la souveraineté ou l'indépendance. C'est la souveraineté ou l'indépendance qui va manquer à un territoire pour être considéré comme un État. Donc la guerre d'agression ici, donc on vient toucher à la souveraineté d'un État. On touche à l'essence même d'un État, la guerre d'agression. Et parce qu'on touche à l'essence même de l'État, à la souveraineté, vous allez comprendre pourquoi le traité de Rome sur la Cour pénale internationale retient certaines infractions parmi les plus graves en droit international. Quelles sont ces infractions les plus graves, les crimes les plus graves qui relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale? Mais bien sûr que vous avez le génocide, bien sûr que vous avez les crimes de guerre qui sont en train d'être commis en ce moment, bien sûr que vous avez les crimes contre l'humanité qui relèvent de la compétence de la Cour, et l'autre crime le plus important en droit international, c'est le crime d'agression. Voilà ce que en droit international, ce qui est considéré comme les crimes les plus graves en droit international. Vous avez l'agression. C'est donc un crime. Et qui dit crime pense à la responsabilité de l'auteur de ces crimes. Et dans le cas actuel des choses, il y a un crime et on connaît le criminel. C'est l'État du Rwanda. C'est le Rwanda qui est criminel. Et lorsque nous disons que c'est un État criminel, il y a également plusieurs publications là-dessus, la criminalisation de l'État. L'État criminel. Mais le Rwanda est actuellement l'un des exemples frappants de l'État criminel en Afrique. C'est un État criminel.
non seulement il a commis un crime, mais il persévère dans ses crimes. Il occupe actuellement, c'est un État criminel qui ne se répand pas et qui ne s'est jamais repenti parce qu'il n'en est pas. On n'en est pas à la première agression de la RDC. Et c'est pourquoi je l'ai souvent dit. Et dernièrement, je n'ai pas hésité à le dire devant le Parlement européen à Strasbourg. C'est un État criminel, c'est un État voyou. Le Rwanda, c'est un État voyou, dans ce sens qu'il viole les principes élémentaires du droit international. C'est un État voyou. Je dirais même un État barbare. Parce que si vous voyez le statut de la Cour internationale de justice, le droit international, les règles et principes du droit international sont censés régir les nations civilisées. C'est le droit des nations civilisées. Lorsqu'un État, et c'est le cas du Rwanda ici, viole tous les principes en RDC, agression de la RDC, les troupes rwandaises sont coupables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, même d'un génocide, que moi j'appelle contre-génocide, et de l'agression. Donc tous les crimes les plus graves sont commis à l'est de notre pays. Et le coupable, le criminel, le voyou, le délinquant, c'est un État délinquant, dirigé par un délinquant, c'est Paul Kagame. Donc voilà, c'est une situation qui est des plus graves, à laquelle la communauté internationale devait répondre. Et je crois, le prof Mabaka l'a dit tout à l'heure, on a une réponse et une évolution, mais jusque-là, une réponse, à son avis, décevante. Et à notre avis d'ailleurs. Et que devient la Constitution dans tout ça? L'agression rwandaise. C'est la guerre, en fait, que le Rwanda mène à la RDC. C'est la guerre. Et la Constitution. La guerre apparaît une seule fois dans la Constitution du 8 février 2006. Une seule fois. La guerre, le concept de guerre dont nous parlons apparaît une seule fois dans la Constitution. C'est à l'article 86. L'article 86 parle de la guerre et c'est l'unique fois où on parle de la guerre en droit constitutionnel congolais. Et il a dit, le président de la République peut déclarer la guerre par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Mais plus souvent, les compatriotes se posent des questions, mais pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas la guerre au Rwanda? Mais parce qu'il y a des conditions à réunir. Il faut l'autorisation des deux chambres du Parlement. S'il n'y a pas cette autorisation-là, le président de la République ne peut pas déclarer la guerre. Il faut l'avis du Conseil supérieur de la Défense. Celui-là, on peut l'obtenir assez facilement. Mais surtout, il faut l'autorisation des deux chambres du Parlement. Si le Parlement n'a pas autorisé, le président ne peut pas déclarer la guerre. Donc on ne peut pas trop s'en plaindre au président de la République s'il n'a pas déclaré la guerre. Parce qu'en amont, il faut l'autorisation. Et notre Parlement n'a pas jusque-là autorisé le président de la République à déclarer la guerre. Je crois que nous devrions tendre vers là. La guerre. Article 86. Mais il y a aussi d'autres dispositions qui indirectement sont liées à la guerre. Vous avez le président de la République. Il est le président de la nation, il est le garant, il a prêté serment au terme de l'article 74 de la Constitution, le garant de l'unité nationale, de la souveraineté, du respect de l'intégrité territoriale. Mais le président aussi est le commandant en chef, le commandant suprême des forces armées. Parce que la guerre engage les forces armées. Et vous avez aussi d'autres dispositions, l'article 85, l'article 86, l'article 145, je crois, qui parle, 143, qui parle maintenant de l'état de siège ou l'état d'urgence, c'est indirectement lié à la guerre.
Donc la guerre vient toucher, on n'a pas dans la Constitution, mais elle vient ébranler la Constitution. Et très souvent, et nous sommes ici dans un milieu universitaire, c'est bien de le dire, lorsque le président de la République déclarait qu'il invitait son peuple à une réflexion sur la Constitution, c'est allé dans tous les sens. Alors qu'il ne s'agissait qu'une invitation à une réflexion. C'est comme nous le faisons maintenant. L'agression rwandaise ne peut pas nous réfléchir, ne peut pas nous empêcher, nous autres universitaires, de réfléchir. C'est d'ailleurs pendant la guerre qu'on réfléchit le plus. C'est pendant la guerre qu'on doit réfléchir. Les juristes doivent réfléchir. Ceux qui sont en polytechnique, ils peuvent réfléchir à nous fabriquer des drones. Mais oui, ceux qui sont dans ces... Ils peuvent jouer, c'est réfléchir comment fabriquer nos armes traditionnelles. Comment est-ce que l'université peut être utilisée à produire, à réagir à la guerre? C'est pendant la guerre qu'on réfléchit. Et le président avait dit, il faut une réflexion tout à fait normalement. Le comble, c'est quoi? Avec ce qui se passe à l'Est, il n'y a même plus question de réflexion. Mais Nanga et les autres, ils ont déchiré la Constitution. On voudrait même voir tous ceux qui étaient très actifs lorsqu'on parlait tout simplement de la réflexion. On voudrait les voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a nommé un gouverneur sur quelle base de quel acte? Et nommé gouverneur du Nord Kivu. Et nommé vice-gouverneur. Maintenant, on n'en parle plus. Oh, la Constitution, vous avez appelé une réflexion, mais c'est déchiré par ces voyous et ces délinquants. Où sont les défenseurs de la Constitution sur les TikTok? Non, on veut faire ceci, nous sommes contre, nous sommes de cette grève. On a vu même certains applaudir Nanga à Bukavu. Donc ils applaudissent quelqu'un qui déchire la Constitution de la République. Où sont ceux qui prétendaient défendre la Constitution? Mais où sont-ils? Et ceux qui voulaient nous empêcher d'une simple réflexion, on l'a vu tout souriant avec Nanga, qui marche sur la Constitution. Non mais c'est grave, ce n'est pas possible. Mais la Constitution, et le peuple l'a dit, nous l'avons toujours dit, l'OTAN comme ça également devrait pousser à une réflexion supplémentaire sur la Constitution. Des réflexions supplémentaires. Est-ce qu'on ne peut pas penser par exemple que là où dans le texte actuel, je parle ici comme, je ne suis pas ici secrétaire permanent de l'Union sacrée, je suis professeur des universités. Si l'article 63 nous parle du service militaire qui peut être, mais dans une relecture de la Constitution, on peut dire non, enlevez-nous ce peu-là. Le service militaire est obligatoire. C'est l'article 63. Jusque-là, c'est peu. Mais nous pouvons dire aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, pour la défense de la souveraineté de la patrie, en réalisant cette Constitution, le service militaire ne peut plus, pas peu, mais est obligatoire. Celui qui vous parle a été, j'ai été dans cette université, fermé à 2 reprises. Comme si nous sommes retrouvés au village. Mais certains des collègues sont allés dans l'armée. Mon collègue Jolie était dans l'armée. On nous a pris, à partir d'ici, on est parti, ils sont allés à Kotakoli. Dans une lecture, est-ce qu'on doit garder le peu, on doit dire, doit devenir obligatoire? Ces gens qui prennent les armes, parce qu'on parle de cohésion des pactes, en réalité c'est quoi? Personne ne s'oppose à une cohésion nationale. Non. Mais quel est l'aboutissement? Nous n'allons pas nous asseoir autour d'une table tout simplement pour boire du café. Non. Je vais vous dire, moi je veux l'armée maintenant. C'est ça le pacte de la cohésion. Je vais vous dire, écoutez, laissez-moi, pour qu'il y ait la paix comme vous voulez, laissez-moi gouverner pendant 5 ans le nord et le sud Kivu. C'est ça l'aboutissement. Ou bien donnez-moi, comme a dit l'un de mes anciens amis,
Malheureusement, un héros vivant qui se retrouve du côté de ceux qui ne peuvent pas être des héros aujourd'hui. Donnez-nous le ministère de la Défense. C'est ça la cause. Quel est ce Congolais qui est prêt à accepter? Mais je suis à l'Assemblée nationale. Ça peut aussi être qu'on a écouté, mettons carrément une transition de 10 ans. Rester à l'Assemblée pendant 10 ans. Et nous allons aussi introduire nos députés de la transition. Mais on peut s'entendre, les gens peuvent s'entendre. La cohésion nationale, oui. Quelles sont les conditions? Écoutez, chers amis, créer un gouvernement d'union nationale, vous êtes à l'Assemblée. Nous aussi nous entrons, vous avez déjà fait une année seulement, mais nous aussi nous avons besoin d'entrer. La durée, on met le texte, parce qu'à la fin il devrait y avoir un texte. On dit la transition est maintenant de 15 ans, les députés qui sont là restent pendant 15 ans. Mais voilà en fait de quoi il s'agit, parce que cohésion nationale, on se voit plus, qu'est-ce qu'il y a au bout, au finish, qu'est-ce qu'il y a. Donc la Constitution est terriblement violée. C'est maintenant qu'il fallait voir. Tout ce qui est tout simplement, on dit réflexion, il s'agit. Simple réflexion, on s'agite. On veut ce qu'on veut cela. Mais maintenant, on a déchiré au Nord Kivu. Personne ne s'agite. C'est triste. Et donc la Constitution, on l'a dit, je l'ai dit, elle est à la croisée des chemins. Et lorsque vous voyez l'article 63, et c'est important, l'article 63 nous permet de réagir à l'agression. L'article 63 de la Constitution, il nous permet de réagir à la guerre qui nous a été imposée. Parce que l'article 63 institue un devoir. Non seulement un devoir, mais un droit qui sont sacrés. Et très peu de fois, le mot sacré ne se retrouve pas plus de 5 fois dans cette Constitution. Mais voilà l'une des rares fois où le mot sacré se retrouve dans la Constitution. Nos étudiants, j'aime toujours leur dire, quand vous lisez votre Constitution, vous savez dire que la guerre, c'est une fois dans la Constitution seulement, c'était l'article. Vous savez dire que le mot sacré là, c'est autant de fois, 3, tel article. La paix, nous voulons la paix. Vous pouvez dire par exemple, la paix se retrouve 5 fois dans la Constitution et dire, vous savez citer les articles. Je vais vous lire quand même l'article 63 qui nous impose, parce qu'il est important, au moment où nous parlons aujourd'hui, où nous discutons aujourd'hui, qu'on lise cet article. Cette conférence est sûrement suivie dans la diaspora, il le sera. Et effectivement, nous n'allons pas avant le débat, tout le monde sait, mais c'est prévu. 1 minute de silence sera consacrée, réservée à tous ces compatriotes qui ont passé et qui passent, qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie, ceux qu'on a enterrés, ceux qu'on tue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils auront droit à 1 minute de silence au cours de cette conférence. Nos forces armées qui se battent, les forces armées qui se battent, les compatriotes ouazalendo qui sont à l'Est, dans des conditions les plus difficiles, qui se battent pour la défense de la patrie, ils auront également droit à cette minute de silence que nous allons leur réserver. Mais avant cela, je voudrais lire l'article 63 de la Constitution. Il est sous le titre appelé, sous le chapitre appelé « Les devoirs des citoyens ». Article 63. Tout Congolais, c'est tous, il n'y a pas d'exception à tout. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré. Le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Dans le cas du Rwanda, il ne s'agit plus de menace. C'est une agression extérieure confirmée par tous les experts, toutes les études, c'est bien documenté, c'est reconnu par tous. Mais dans ces conditions, tout Congolais, en ce moment même où nous commémorons la Constitution de la République démocratique du Congo, sous ce thème-là, nous voudrons rappeler à la nation tout entière, à tout Congolais qu'il soit à l'intérieur du pays, tout Congolais qu'il soit dans la diaspora. Et vous avez vu, c'est le moment également de les saluer.
Mais ceux qui ont marché à La Haye, devant la Cour internationale de justice, c'est la diaspora congolaise, parce qu'ils ont compris que tout Congolais, même dans la diaspora, tous ceux avec qui ont marché à Bruxelles, c'est en vertu parce que nous avons ce devoir sacré. Tous ceux qui ont marché à Paris, ceux qui ont marché à Genève, ceux qui ont marché à Londres, ceux qui ont marché en Russie, ils savent que parce que nous avons ce devoir sacré. Et je voudrais vous dire une chose. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré. Sacré n'est pas au pluriel. Sacré n'est pas au pluriel. Sacré est relatif au devoir. On pouvait bien accorder tout droit et devoir sacré au pluriel. Mais le constituant a dit sacré ne s'accorde qu'au devoir. C'est le devoir qui est sacré dans ce cas. Les compatriotes qui ont marché au Canada, à Montréal et à Ottawa, qui ont marché aux États-Unis, ils ont compris que nous avons ce devoir. C'est la patrie qui nous unit. Pas de partis politiques, pas de divergences, de divisions ethniques ou tribales. C'est la patrie. Ceux qui ont marché à Pretoria en Afrique du Sud et qui vont encore marcher le 1er mars, même devant l'aéroport militaire sud-africain, c'est parce qu'ils ont compris que nous avons ce devoir sacré. Tout Congolais, et tout Congolais signifie quoi? Peu importe le sexe, homme ou femme, nous sommes concernés. Tout Congolais, devoir sacré, que vous soyez religieux ou ce qu'on appelle le père spirituel, vous êtes dans le tout Congolais. Que vous soyez religieux ou pas, que vous ayez une robe ou une soutane ou pas, ça c'est un devoir de tout Congolais qui a le devoir sacré. Mais sinon vous tombez dans la trahison. C'est tout Congolais, T majuscule, O majuscule, U majuscule, T majuscule. Tout Congolais, du président de la République au dernier. Donc la défense de la patrie, du territoire national, l'intégrité territoriale, n'est pas que l'affaire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas que l'affaire du Parlement. Ce n'est même pas l'affaire unique des forces armées. C'est notre affaire à nous tous. Cela signifie quoi? Que même quand nos forces, certains éléments de nos forces armées seraient fatigués, nous devrions être en mesure de les remplacer dans la défense de la patrie. Nous devons travailler avec eux. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'affaire des militaires, c'est l'affaire de la patrie. Et les compatriotes qui sont même à l'Est au moment où nous parlons et qui nous suivent, même si un militaire de FARDC est fatigué, même si c'était Ouazalendo, il a laissé son arme pour la défense de l'intégrité. Parce que le devoir, c'est le devoir de tout Congolais. Si je sais manier l'arme, je prends l'arme pour défendre la patrie. Tout Congolais a le devoir sacré. Qui que vous soyez, quelle que soit votre position, nous avons ce devoir sacré. Si nous ne le faisons pas, nous aurons trahi la nation. Et vous êtes là, nous sommes là, comme des gens qui ont suivi, qui ne peuvent jamais trahir la patrie. Et là, il faut se souvenir de Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir la patrie. On n'a qu'à faire des traîtres, et de tous les traîtres. La patrie, c'est le bien le plus précieux que nous avons reçu. Et cette constitution, dans cet article-là, elle nous donne les armes de lutter contre l'agression étrangère. Et ici, dans des conditions pareilles, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est l'armée qui combat. Qui est le commandant suprême des forces armées qui sont en guerre? C'est le président de la République. Nous allons le soutenir, nous devons même le soutenir. C'est un devoir. Qui est le commandant suprême des forces armées américaines? Donc ce n'est pas un temps de propos
des dépositionnements inutiles. Soutenez nos forces armées, soutenez le commandant suprême, parce que nous sommes nous-mêmes. Nous devions avoir des armes, même si on n'a pas fait. Mais nous sommes tous Congolais, nous avons ce devoir sacré. Devoir sacré. Je crois que les religieux comprennent bien le mot sacré. Et le mot sacré s'adresse ici au devoir que nous avons de défendre la patrie face à une menace, à une agression extérieure, et dans le cas précis, celle du Rwanda. Et le troisième élément, la réponse de la communauté internationale. Quelle a été la réponse de la communauté internationale? Là, il faut vous dire que nous venons de trop loin, et même de très loin. Il a fallu qu'on se réveille. Et c'est être aussi honnête, scientifiquement, intellectuellement, que sous cette législature, sous cette présidence de Félix Antoine Tshisekedi, nous avons fait des bons en avant pour que la communauté internationale connaisse notre situation. Mais sous le mandat de l'ancien président, on ne pouvait même pas citer le Rwanda. Citer le Rwanda, mais c'était déjà un crime. On pouvait même vous confisquer les cellulaires. On ne citait pas le Rwanda. On comprend qu'il y avait une conjonction entre le Rwanda et l'ancien régime. Si on ne cite pas le criminel, il y avait, et ça s'est démontré, il y avait une jonction entre le Rwanda et l'ancien régime. Et vous ne serez pas surpris si vous apprenez que les anciens de l'ancien régime, ils se retrouvent actuellement au Rwanda. Ils sont en train de prendre des avions pour Kenya Airways. On vous dit on va au Rwanda, mais ils se retrouvent à Kigali. On ne citait pas le Rwanda. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, nous citons le Rwanda. Nous pouvons dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, que c'est un État criminel. Parce qu'il viole les règles du droit international. Et les étudiants, il n'y a aucun étudiant à Kigali là-bas qui va contredire ce qu'on est en train de dire. Il n'y a aucun professeur de droit à l'université de Kigali qui va contredire ce qu'on est en train de dire. Donc on a pu d'abord citer le Rwanda, finalement. On le citait, maintenant il est criminel. On sait le dire. Ça ne se faisait pas. Même la presse qui est souvent critique aussi. Même notre presse ne citait pas le Rwanda. Mais aujourd'hui tout le monde parle du Rwanda à cause de tous ces efforts. Une diplomatie qui a été faite. Et une diplomatie agissante, il faut le dire. Nous sommes allés où? C'est le Rwanda qui vendait le génocide comme un fonds de commerce. Il se faisait accepter par tout le monde. Mais aujourd'hui, la communauté internationale admet que le Rwanda est un RDC. Ça ne pouvait pas se faire sous l'ancien régime qui ne parlait d'ailleurs pas. C'était un régime de taiseux en droit international ou dans les relations internationales. Bon, on peut encore comprendre quand vous vous taisez et que vous portez des yeux. Mais quand vous ne portez même pas des yeux et que vous vous taisez, c'est encore plus grave. Donc maintenant, l'Union africaine reconnaît que le Rwanda a violé le territoire de la RDC. La SADC reconnaît. Et le pauvre Mabak était également dernièrement avec moi. L'Union européenne reconnaît que le Rwanda viole l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous sommes heureux, nous félicitons les heureux députés. Nous félicitons tous les États qui nous ont soutenus. La Belgique et d'autres, les parlementaires, ils sont combien? Les heureux députés, ils sont plus de 500. La grande majorité a voté pour une résolution qui condamne le Rwanda. J'ai une copie de la résolution. Des choses qui ne pouvaient pas être possibles il y a quelques temps. Je l'ai dit hier à une chaîne. La résolution du Parlement européen sur l'escalade de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. En lisant de bout en bout, je me rendais aussi compte qu'on condamnait les M23 et le Rwanda. Et nulle part on ne parle de l'AFC.
Nulle part on ne parle de l'AFC de Nanga. Parce que Nanga, c'est comme je l'ai dit, c'est la marionnette des marionnettes. M23, ce sont déjà les marionnettes, les supplétifs du Rwanda, et qu'on est AFC dans tout ça, c'est la marionnette des marionnettes. Le Parlement européen ne passe même pas, ne prend même pas son temps à citer l'AFC. Parce que retirer le Rwanda aujourd'hui, le M23 ne fera pas un pas. Non. Ils vont prendre quelle vie? Et cette résolution qui marque les progrès qui ont été faits au niveau de la diplomatie, et ici dans notre cadre, on a joué sur les deux plans. La diplomatie officielle qui se passe par les affaires étrangères et la diplomatie parlementaire qui se fait au travers du Parlement, entre les parlementaires. Ça, c'est aussi un sujet qui peut intéresser nos étudiants. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie parlementaire? Le rôle de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits. Autant de thèmes, autant de sujets d'articles scientifiques sur lesquels les gens peuvent écrire. Et qu'est-ce que l'Union européenne fait? Première chose, premièrement, condamne vivement les violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Est de la RDC par les rebelles du M23 et le Rwanda. S'inquiète, ce n'est pas pour nous qui disons que la réponse a été décevante. On demande à l'Union européenne de revoir sa convention avec le Rwanda sur l'exploitation des minerais stratégiques. Parce que comme l'a dit notre collègue Thierry Mariani, l'eurodéputé français, c'est une convention de recette. Le Rwanda n'a pas de coltan, il vient piller et le receleur c'est l'Occident. Et c'est le Parlement européen qui dit quoi? S'inquiète du manque de cohérence dans la réponse de l'Union. Eux-mêmes, leurs députés reconnaissent qu'il y a un manque de cohérence au niveau de l'Union, notamment avec la Commission européenne. Comment est-ce que la Commission européenne peut signer une convention avec un État voyou? Ceux qui viennent nous dire, voilà, nous sommes des exemples, nous soutenons les valeurs de la démocratie, les droits de l'homme, nous c'est ceci, mais allez-vous-en au diable. Kagame est réélu avec 99,18%. Il n'y a pas de CENI. On le félicite. Mais si c'était chez nous ici, oh la CENI doit être indépendante. Vous voyez certains hommes en vêtements religieux en train de circuler. Oh voilà, tout ça. Kagame, 99,18%, sans CENI, sans opposition. Où est l'église là-bas? Où est la société civile? Ils ont un cardinal là-bas. La conférence épiscopale du Rwanda, CR, l'équivalent de votre cerveau, ça existe aussi là-bas. J'attends qu'ils viennent aussi me consulter dans le cadre du dialogue, parce que si ce sont les nôtres qui parlent. J'attends d'être consulté par le cardinal Kambanda, l'archevêque de Kigali, qu'il vienne me consulter pour savoir si son pays viole le droit international ou pas. Les nôtres peuvent aller le... Moi, j'attends qu'ils viennent me consulter. Prof, ils viendront aussi me consulter. Non. Donc, c'est une réponse qui est montée. Maintenant, il faut des sanctions. Ce qu'il faut, c'est des sanctions. Et la Belgique a été claire et d'autres pays, on déclare maintenant des sanctions. Mais j'ai toujours dit ceci. Les Congolais, nous devons apprendre à nous réjouir des pas que nous faisons. On ne citait pas le Rwanda, on ne condamnait même pas le Rwanda. Quand on condamne le Rwanda, on dit mais où sont les sanctions? Mais c'est l'obro d'abord la condamnation du Rwanda. Chaque pas doit être célébré. On le cite, on le condamne. Les sanctions, c'est autre chose. À nous de continuer. On doit continuer pour arriver aux sanctions. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, que ce soit de la France ou d'ailleurs, mais ce sera ridicule. Le Parlement européen représente, ce sont les élus légitimes de tous les peuples d'Europe. Ils vous disent que c'est sale. Appliquer des sanctions contre le Rwanda, ça c'est le Parlement dans une démocratie. Vous, vous êtes un gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement démocratique va désobéir? Non. Mais comment un gouvernement, celui de la France, peut hésiter alors que les parlementaires européens ont déjà dit ça? C'est ridicule.
C'est ridicule, ne venez pas nous donner des leçons. Et puis il n'y a même pas de modèle. J'étais surpris, prof. Dernièrement, le vice-président américain qui parle aux Européens en Europe, le vice-président américain qui parle aux Européens, il leur dit qu'il se plaint que la démocratie est en régression en Europe. Le vice-président américain parlant aux Européens. Je parle ici à nos hommes des médias, ils se plaignent souvent les médias, mais nous avons une liberté des médias exceptionnelle. Le vice-président américain, il regarde les premiers ministres et les présidents des pays européens qui disent chez vous, la liberté on ne respecte plus suffisamment la liberté d'expression en Europe. Il dit ça aux Européens qui viennent se présenter comme des modèles chez vous. Donc la communauté internationale doit continuer à pousser, mais là on voudrait peut-être aller plus loin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, la meilleure défense ce sera celle de la patrie elle-même. Nous devons nous organiser, nous devons renforcer notre armée, nous devons renforcer nos forces de sécurité, les Wazalendo, et nous organiser nous-mêmes parce que c'est la lutte qui libère et notre propre lutte. Personne ne viendra nous libérer malgré nous. Et le comble aussi, c'est quoi dans la communauté internationale? Pendant que nous, à Strasbourg, on obtient du Parlement européen qui condamne le Rwanda, vous voyez certains Congolais qui sont à Kigali en train de déjeuner avec Kigali, avec Kagame. Pendant que nous, au péril même de nos vies aussi, de nos propres vies, on pouvait condamner le Rwanda. Il y a des Congolais qui sont en train de se pavaner à Goma, se pavaner à Kigali, en train de sourire, alors qu'on a tué des milliers de nos compatriotes. Donc je disais, la meilleure défense, c'est nous qui devons la faire. Les Congolais, nous devons défendre notre patrie. Elle nous appartient. On peut avoir des problèmes internes, il y en a dans tous les pays. Mais les Congolais doivent se lever comme un seul homme pour défendre leur patrie contre l'agression et dans ce cas de l'agression rwandaise. Et pour tout Congolais, qu'il soit religieux ou pas, croyant ou non croyant, homme ou femme, pour tout Congolais, ici, en ces jours où nous commémorons le 19e anniversaire, pour tout Congolais, dans la diaspora, on vous salue, à l'intérieur du pays, et même à Goma, dans l'Est, pour tout Congolais, nous avons ce devoir sacré de défendre la nation. Cela étant dit, donc je vous remercie, mesdames et messieurs, et peut-être que c'est à ce moment que nous pouvons nous lever avant d'arriver aux questions, pour réserver une minute de silence pour tous les nôtres qui ont été massacrés d'une façon barbare, pour soutenir les forces armées, les Wazalendo, et pour soutenir également le commandant suprême des forces armées.